Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Alors, nous sortons d'une journée très, très, très intense avec Thierry et toutes les équipes. On est très heureux d'accueillir nos nouveaux invités pour le banquet. Alors, normalement, nous devions être dehors, mais vu de la chaleur, on a préféré faire l'apéritif à l'intérieur. Je pense que vous êtes un peu mieux, même si on est quand même très au chaud. Mais je vois que nos éventails ont bien fonctionné toute la journée. Juste un petit mot, monsieur le maire Grégory Doucet est là et je le remercie d'être présent ce soir. On va d'abord donner la parole à Bérengère Bouvier. Bérengère Bouvier, qui est donc la directrice régionale de Bouygues Immobilier. Je t'invite à nous rejoindre, s'il te plaît. Alors pourquoi c'est important, Bérengère? C'est que nous nous connaissons depuis quelques années maintenant, ça fait 10 ans. Et j'étais particulièrement touchée parce que lorsque nous avons lancé ce projet avec Thierry, Thierry connaît très bien Bouygues Immo aussi, tu as contacté Lionel Kerr et vous avez dit tout de suite un grand oui. Et donc Bouygues Immobilier est partenaire fondateur de cette première édition. Alors pourquoi ça me touche? Parce que vous étiez là en 2015, quand j'ai lancé la deuxième édition de Lyon City Design à l'époque, pour parler de design urbain, pour mieux vivre la ville ensemble. Et vous étiez là tout de suite. Donc c'était l'édition de la Pardieu. Je me vois encore en train de déjeuner avec Lionel et toi et toute l'équipe pour commencer à préparer cette première édition. Et 10 ans après, vous êtes là. Et comme c'est la suite de Lyon Design, finalement, c'est la suite... Lyon Design parlait des usages en ville, et là on parle vraiment de la ville perçue par les usagers, donc c'est une suite assez logique. On parle de la ville émotionnelle, de la ville relationnelle, et Bouygues est encore présent à nos côtés. Merci. Merci Olivia pour tes petits mots et bonsoir à toutes et à tous. Donc oui, je suis vraiment très heureuse d'associer Bouygues Immobilier à cet événement. Cette journée a été juste incroyable et de voir encore plus de monde ce soir toujours présent l'est aussi. Bouygues Immobilier est heureux de s'associer à cet événement, comme tu l'as dit, parce que finalement c'est une suite logique. Que les premières assises internationales de la ville sensible se passent à Lyon, c'est juste incroyable. Voilà, on a un territoire, et notamment cette ville de Lyon, qui a toujours été pionnière, innovante dans un certain nombre de choses. Donc je pense que si on peut donner l'exemple sur beaucoup de choses dans cette fabrique de la ville, avec cette touche de sensibilité, cette touche de relationnel, cette touche d'intensité, de diversité aussi et d'altérité. Voilà, moi personnellement, ça me touche beaucoup et je suis très heureuse d'associer Bouygues Immobilier à cet événement. Voilà, et moi, ce que j'ai trouvé incroyable aussi dans cette journée, c'est de pouvoir finalement nous mettre collectivement en action. Il y a eu beaucoup de témoignages, mais aussi d'éminents experts sur tout un tas de sujets. Mais finalement, et notamment Sonia, merci pour l'atelier de cet après-midi qui nous a mis tous en action. Sur les 7 figures de la ville que vous allez nous présenter. Et du coup, vous aurez du boulot, monsieur le maire, pour mettre tout ça en musique et en action. Mais grâce vraiment à la volonté, le désir et l'envie de toutes celles et ceux qui ont participé aujourd'hui. Et je suis sûre qu'il y a aussi beaucoup d'habitants et d'habitantes de la ville de Lyon qui auront envie de suivre tous ces mouvements. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Merci encore pour ce petit espace que tu m'as laissé. Merci à toi. Alors là, on arrive là sur un exercice qui n'est pas simple pour Thierry et moi, surtout à la fin de cette journée qui était très très longue. Certains d'entre vous ont participé à cette journée, mais la plupart de vous allez assister au banquet. Mais il nous semblait important qu'on vous fasse un petit résumé, une petite synthèse de ce qui s'est dit aujourd'hui. Hein, Thierry ? Je sens que Thierry, tu es en train de défaillir là, mais bon. C'est toi qui commences, tout va bien. Voilà, allez, je me lance, c'est pas facile. Et donc là, je remercie Thierry Pic, Corinne Nick, Anne-Laure Le Gabriel, parce qu'on a réuni un comité scientifique d'enfer. Et donc, ils ont pris des notes toute la journée. Et puis, ils nous ont fait une synthèse. La voilà. Donc, pour nos intervenants de la ville sensible, c'est la diversité, la proximité. Et la proximité avec la nature, de la sérénité plutôt que du stress, du temps que l'on s'offre, une ville qui prend soin de nous
une ville relationnelle, une ville qui surprend. La ville sensible est à l'écoute et prend en compte la diversité de ceux qui habitent les lieux et qui parfois n'osent pas prendre la parole. Selon Luc Gagnon, alors Luc Gagnon, il est au Canada. C'est une ville qui écoute et perçoit les besoins et les émotions de ses citoyens. Elle va au-delà de la simple fonctionnalité pour créer des ambiances et offrir des expériences, donnant le sentiment d'appartenir et d'être vue et entendue. Une vie sensible est bien sûr attentive, poreuse à la diversité. Elle reconnaît que l'espace public n'est pas neutre, cherchant à prendre soin de ses habitants. Montréal en est un exemple incroyable. Le paradoxe entre ville intelligente et ville sensible vient sans doute de la philosophie qui a privilégié l'esprit au détriment du corps et des émotions, selon Alicia Goduel, qui est intervenue ce matin et qui est philosophe. Nous avons fait ce matin un tour du monde de plusieurs villes qui ont expérimenté avec succès cette vision de la ville sensible. Nous avons voyagé, nous sommes allés à Barcelone avec les carrefours vivants de Sonia, à Montréal, à New York avec Bernard Rébier sur ce magnifique projet de Brian, cette expérimentation qui dure depuis 20 ans maintenant à Bryant Park, Copenhague, Beyrouth, Manchester, mais aussi évidemment des projets à Paris, à Lyon, Bordeaux. Voilà, donc la ville est complexe. La ville est un espace complexe selon Edgar Morin, cité par Carlos Moreno. Alors Carlos Moreno devait être là avec nous. Au dernier moment, il a dû partir pour organiser donc la COP 30. Et du coup, il a fallu qu'on aille le voir pour l'interroger. Donc on a eu une interview de lui qui nous a donc non pas parlé de la ville du quart d'heure, parce qu'effectivement, sinon ils auraient ressorti la ville du quart d'heure, mais on l'a titillé en fait sur justement est-ce que la ville du quart d'heure est une ville sensible. Donc on l'a un peu titillé, mais il a été finalement pas si mauvais que ça. En fait, voilà, donc la ville est par nature un terrain de complexité basé sur des interdépendances multiples. D'ailleurs, il y avait l'étymologie de la complexité. En fait, ça vient de tisser avec. Donc ça veut dire que la complexité, c'est en fait du lien créé et du lien donc à recréer. Selon Moreno, d'ailleurs, on a séparé trop facilement et trop longtemps les activités dans la ville pour se concentrer soit sur le travail, soit sur l'habitat. Et l'idée aujourd'hui, c'est de retisser. Donc selon les éléments qui nous ont été donnés, attention, c'est que c'est bien de voir la lisibilité du tissage, mais il ne faut pas trop distendre le tissage pour voir les interstices. Sinon, finalement, on a une ville qui devient finalement, je dirais, trop lisible et donc quelque part trop maîtrisée. Donc la complexité vient du fait qu'il faut avoir une ville à la fois complexe mais lisible. Donc ça, c'était pour Carlos Moreno. Et puis, on a eu la nature qui doit être une nouvelle forme d'infrastructure. Ça, c'est assez étonnant. Comment la nature peut être infrastructure dans la ville? Donc là, c'est là où effectivement est intervenu donc, qui veut rafraîchir la ville, Jean-Marc. Donc avec effectivement ce qu'il propose sur donc les coins d'acupuncture dans la ville, où finalement des infrastructures paysagères peuvent être à la fois au service d'une structure à la fois économiquement viable et surtout amener en fait justement la capacité à avoir de l'émotion dans la ville par le végétal. Pour Samuel, alors Samuel Linzeau, vous ne l'avez pas écouté tout à l'heure, mais il nous a fait une synthèse de la journée comme ça, aux petits oignons, c'était dingue. On lui a proposé de la refaire, attends, ça faisait un peu doublon, mais il a tout donné, mais si vous voulez, on pourrait vous l'envoyer, parce que franchement, c'était dingue. C'était dingue. Et ce qu'on aime quand Samuel parle, c'est qu'il nous emmène. Il nous emmène et c'est extrêmement poétique et c'est génial. Et ce qu'il faut, parce que il faut créer du désir. Il faut créer du désir de ville et il trouve tout de suite les bons mots parce que les mots sont très importants pour parler de la ville sensible. Et c'est ce qu'on aime. Donc merci encore. Donc pour Samuel, la première question à se poser est bien comment vivons-nous ? Ce qui permet d'affiner une approche sociologique individuelle et de pondérer une vision urbanistique avec le ressenti et les idées de chacun. Cette phrase est un peu longue. Pour celles et ceux qui fabriquent la ville, cela reviendrait à marketer, à conduire le désir de ville. Je me suis reconnue dans le quartier, je l'aime et je m'en occupe. Voilà. Et bon, on a beaucoup parlé des enfants ce matin. On a parlé d'inclure les enfants, bien sûr, dans la fabrique de la ville.
très tôt, très en amont et peut-être tout au long des projets aussi, parce que souvent on fait travailler les enfants sur des infrastructures ou sur des projets qui les concernent, mais en fait les enfants ont plein d'idées sur tous les projets. C'est ce qu'on a vu avec Sonia aussi, et que c'est bien dommage parce que on le sait, à partir d'un moment, à l'entrée du collège, les enfants perdent un petit peu leur fraîcheur par rapport aux idées, et que cette imagination, leur côté très altruiste est très important, et pragmatique est très important. Voilà, donc après, on est allé sur oser expérimenter, être libre et en confiance. Là, RCF, en fait, qui était partenaire de l'organisation, dont je rappelle la baseline qui est en fait la joie se partage, en fait, finalement, on se retrouve assez bien dans cette vision de la joie se partage. C'est ce qu'on a un peu vécu aujourd'hui à travers en fait toutes les expériences qui nous ont été données. Et c'est là où c'est étonnant, c'est finalement un créateur de meubles, faire meubles, peut être aussi en fait fabricant de liens sociaux. Il nous a emmenés sur son aventure new-yorkaise avec effectivement ces chaises qui sont maintenant célèbres dans le monde. Et finalement, plus que du mobilier, c'est avant tout un espace de lien social. Et donc, on nous amène effectivement à oser prototyper. Notamment avec Marc Aurèle qui nous a aussi emmené, qui est designer, nous a emmené sur cette ville tactile, c'est-à-dire que sur les 5 sens qu'on prône dans Sensité, il y a aussi le toucher et le toucher de la ville. Et c'était intéressant d'avoir un designer qui travaille sur le toucher de la ville, notamment par rapport au mobilier. Voilà, on est arrivé sur une invitation à décloisonner effectivement nos points de vue, nos silos, pour pouvoir en fait recroiser par rapport à tous nos savoirs différents, qu'on soit ingénieur politique ou qu'on soit philosophe, sociologue. En fait, à partir du moment où on désire contribuer, l'objectif est d'ajouter notre plus-value à chacun pour pouvoir aller vers une direction commune. Et en fait, c'est ce qui était en fait le point de mire de notre invitation aujourd'hui dans ce décloisonnement. Et pour finir, on a parlé beaucoup d'émotions. Alors, ces émotions, c'est ce qui me porte. On a beaucoup parlé d'émotions, de la ville émotionnelle, des sens. Est-ce que les sens génèrent comme émotion? Parce que oui, la ville, on l'expérimente tous les jours avec nos corps. Et il est temps de prendre en compte ces éléments-là. Ce sont des indicateurs. Et on a passé en revue un certain nombre d'outils qui sont aujourd'hui à la disposition des acteurs de la fabrique de la ville. Et donc le message aujourd'hui, c'était de dire aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses. Aujourd'hui, les outils existent. On a présenté énormément de personnes, d'experts sur le sujet pour fabriquer la ville véritablement autrement et pour que la ville soit plus désirable. Et je terminerai sur un message peut-être un peu plus politique, on va dire. La ville sensible, c'est un état d'esprit et un vrai projet politique au service de la cité pour retrouver le vivre ensemble. À vous de jouer dès demain, c'est ce qu'on a dit toute la journée, dès demain matin, dans vos premières réunions. C'est important d'amener ce regard différent, ce regard plus sensible, pour essayer de trouver des solutions. Et je reviens sur tout ce qu'on m'a dit, parce que plusieurs fois, les gens sont venus me voir en me disant « Attends, tu ne parles pas beaucoup d'économie là-dedans, est-ce que c'est possible ?» Est-ce que, oui, c'est possible. Évidemment que c'est possible. J'ai pris l'exemple du Grand Hôtel Dieu à plusieurs reprises. C'est ce qu'on a mis en place pendant 10 ans sur le Grand Hôtel Dieu. Je vous rappelle que sur ce projet, il y a eu 0 recours. 0 recours sur un projet où nous avons travaillé. Alors à l'époque, on ne parlait pas de concertation, on ne parlait pas de préfiguration des usages, mais on a accompagné toutes les cibles, toutes les parties prenantes avec beaucoup d'attention. On a pris soin de toutes les personnes, ce qui fait que ce projet est arrivé, est sorti dans les délais, dans les temps. Et donc je pense que d'un point de vue économique, nous avons rempli l'objectif, tout en étant très sensibles. Voilà, et puis vous avez simplement, pour ceux qui n'étaient pas là, raté un moment extraordinaire qui était la présentation de Peter S. Cruton, donc sur les cités obscures et puis justement tous leurs travaux, donc les bandes dessinées qui sont présents, qui seront avec nous ce soir, qui ont pu dédicacer et qui nous ont emmenés dans un imaginaire entre le réel et le réalisable. Voilà. On va maintenant passer la parole à Sonia et à Grégory Doucet, notre maire qui nous fait le plaisir d'être là. Je vais vous passer le micro. Alors, Sonia,
tu as réalisé un exercice pas simple, c'est-à-dire un atelier. Nous avons réalisé la cartographie sensible de la ville de Lyon en 1h30 avec plus de 100 personnes. Et donc, Grégory, je vais découvrir beaucoup de choses. C'est ma feuille de route pour les prochaines années, c'est ça? Il n'y a aucun message politique, bien sûr. Il y a aussi déjà, peut-être, première bonne nouvelle, toutes les choses qui marchent bien, c'est celles qui sont en vert. C'est les choses qu'aujourd'hui, les gens mentionnent. N'y voyez aucun message politique, bien sûr. Comme étant des lieux relationnels qui marchent bien. Alors, je tiens quand même à dire qu'ils sont beaucoup concentrés au centre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la migration du rose, si je peux dire, hein, là où les gens veulent de l'action pour demain. On voit que c'est aussi justement un peu plus dans des lieux peut-être un peu plus périphériques, dans des lieux qui sont la reconquête des grandes infrastructures. Hein. Donc on a parlé notamment de... donc l'idée, c'est... La question qui était posée, c'était comment on peut transformer cette ville fonctionnelle en ville plus relationnelle, plus sensible, qui donne plus de place à nos corps d'humains et à nos sensations d'humains et à nos ressentis et à la façon dont on peut rentrer en relation à la fois avec le vivant, avec les autres et avec nous-mêmes finalement. Hein. Et donc, ce qui est intéressant dans cet exercice des lieux candidats, donc si on va pas faire tout le détail, mais c'était intéressant de le lire par rapport aux 7 figures de ville. Donc, on était beaucoup, comme vous avez compris, et on s'est mis en marche, littéralement, en regroupant des groupes par affinité autour des 7 figures de ville relationnelles. Donc, je récapitule juste pour mémoire. Toi, tu as lu le livre, donc peut-être que tu les as encore en tête, mais sur... donc la ville de la rencontre, là où traditionnellement on se rencontre, les terrasses. Là, l'enjeu était vraiment de dire comment on peut apporter de la gratuité, comment on peut apporter des lieux où les gens peuvent séjourner en micro-séjour dans nos rues commerçantes, dans nos terrasses, là où il y a déjà beaucoup de choses, mais où aujourd'hui souvent on doit payer pour pouvoir en jouir, pouvoir en profiter. Et aussi comment donner une épaisseur à ces rues traditionnellement de la rencontre et comment amener la rencontre aussi au sein des quartiers, dans les lieux de vie des quartiers, notamment les carrefours vivants. Et tu pourras remarquer qu'il y a pas mal de carrefours vivants où il y a des petits post-it villes de la rencontre. Deuxième point important et intéressant de cette ville de la rencontre, c'est que vraiment aujourd'hui elle est surconcentrée plutôt au centre. Et donc c'est vraiment comment on peut l'amener un peu plus ailleurs. La deuxième figure de ville est la ville du dehors. Comment on peut... Alors évidemment, les parcs ressortent et ce qui est la bonne nouvelle de cette figure de ville, c'est qu'elle est ressentie comme étant présente et démocratiquement un peu partout parce qu'il y a beaucoup de parcs et il y a aussi beaucoup de petites opérations de verdure dans les quartiers qui commencent à se voir, les gens commencent à y être sensibles. Donc c'est un bon point. Les gens demandent beaucoup que ce soit renforcer cette attitude, qu'on puisse donner encore plus d'amplitude aux parcs, notamment les rues qui amènent aux parcs et qui entourent les parcs, tout simplement pour des raisons de capacité d'accueil. On voit aussi que dans les parcs, il y a une demande de diversification avec des envies, que ce soit plus la ville commensale, la ville comestible, que ce soit plus la ville du jeu. C'est-à-dire que les parcs ne soient pas uniquement que vraiment la rencontre du vivant, du dehors, mais aussi que nous, les humains, les vivants, on puisse y retrouver d'autres types d'activités finalement, mais pas seulement d'activités, mais de ressentis, de vivre ensemble. Et puis l'autre point où les gens demandent beaucoup la ville du dehors, c'est autour de lieux de mobilité et autour de grandes infrastructures, les grands boulevards. Ça, c'est vraiment demandé et ça, c'est intéressant. La troisième, donc ce qu'on peut aussi dire sur je reste encore sur la ville du dehors une minute, sur, on voit ici, il y a beaucoup de ces post-it villes du dehors qui sont le long des fleuves, ce qui est votre mérite. Vous êtes parti à la reconquête des fleuves, déjà depuis, c'est pas forcément ton mérite à toi, mais le mérite de tes prédécesseurs. Ça coulait avant qu'on arrive. Hein. C'est ça. Mais ce qui est intéressant aussi quand même, on voit par exemple sur Confluence, beaucoup de demandes encore sur demain on pourrait faire encore mieux. Donc ça, je pense que c'est aussi intéressant de se rendre compte souvent des approches où on voudrait aller un peu
un peu plus loin sur les lisières du fleuve, sur aussi les rues qui amènent au fleuve, quel que soit le fleuve d'ailleurs, et donc une approche où on met plus en valeur aussi une eau qu'on peut toucher du doigt, si je peux dire, pas forcément se baigner, mais toucher, être plus en relation avec cette eau et amener cette eau plus présente finalement, vraiment en proximité, plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Sur la ville amie de toutes les générations, ça c'était vraiment un point super intéressant parce que là le challenge était de dire comment on fait pour que ce qui est ressorti de cette ville-là, c'est qu'il y avait beaucoup d'endroits qui existaient pour les enfants, pour les familles, et des endroits aussi pour les seniors, mais qui ne se croisaient pas forcément. Et qu'il faudrait vraiment faire des lieux plus intergénérationnels dans leur fabrique même, et offrir plus d'occasions aux gens de croiser vraiment les générations au sein des mêmes espaces, faire des espaces plus généralistes qui arrivent à mieux accueillir ces différentes typologies de personnes dans les espaces intergénérationnels. Ça, il y a beaucoup de demandes sur la ville amie de toutes les générations. C'était un groupe très actif. Je pense qu'on peut se dire que là, il y a encore du chemin à faire. Et je conseille vraiment de regarder dans le détail. L'autre chose qui est ressortie dans la ville du fer et du tiers solidaire, il y a eu on était à la recherche de friches. On n'en a pas trouvé tant que ça. Enfin, j'entends, les gens ont trouvé quelques friches. Trouvent aussi que c'est compliqué de sortir hors les murs, qu'il faut aussi... c'est d'ailleurs une remarque qui est valable aussi pour la ville de la surprise. La question de la ville de la surprise, c'est la ville des artistes, qui est la ville où tu accompagnes les mouvements des imaginaires, là où tu fais rêver. Là, la demande a été beaucoup de simplement être plus permissif, donner plus d'autorisation, ne pas forcément porter, que ce ne soit pas forcément à la ville de porter tous ces aspects d'urbanisme culturel et artistique, mais plus offrir les espaces-temps pour que ça se passe et laisser les acteurs faire. La ville comestible, c'est très intéressant. Tu verras qu'il y a presque comme ici, toutes les pénétrantes en fait sont ressorties comme des lieux. Les gens voient une nécessité de créer vraiment cette agriculture urbaine, ces agricultures de proximité, ce lien à la nourriture, et de le créer aussi dans les pénétrantes logistiques finalement, là où déjà la nourriture rentre dans la ville. Ce qui a été beaucoup demandé, c'est que ça se soit plus visibilisé, que ce soit plus vu, et qu'on crée beaucoup plus d'endroits où tu peux finalement échanger autour de la nourriture, que ce soit à travers de marchés ou de petits hubs logistiques liés à cette question, et aussi comment tu peux créer cette ville commensale aussi, cette ville de la rencontre. Ce qui est beaucoup ressorti, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où tu peux manger aujourd'hui dans le centre, mais comment amener ça aussi dans les vies de quartier et au sens un peu plus vraiment par où ça rentre aujourd'hui. Et enfin, la ville de la nuit, ça c'était une belle discussion parce que il y a eu au départ beaucoup de peur, beaucoup d'enjeux sécuritaires. Comment on va en effet faire pour réussir à transformer ce challenge qui consiste à dire on aura demain toutes les personnes aujourd'hui très vulnérables, qui sont déjà aujourd'hui vulnérables, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, toutes les personnes qui n'arrivent pas à dormir, qui sont essentiellement avant tout les personnes vulnérables. Personne n'arrive à dormir, je vous rassure, nous non plus, mais j'entends celles-là en particulier, et comment du coup on peut les faire descendre dans la rue. Et là il y a deux pistes qui sont sorties. La piste des parcs, ouvrir un peu plus longtemps, aménager mieux les entrées, pas forcément le parc ouvert, mais si le parc n'ouvre pas, alors utilisons la double peau du parc pour faire des lieux d'accueil, parce que c'est des lieux qui restent à 37 degrés et à peu près vivables alors qu'ailleurs pas. Et le deuxième point qui est beaucoup ressorti, c'est utiliser les capacités d'accueil des grands boulevards pour, à l'échelle des immeubles, tu vas les premiers 30 mètres, les premiers 300 mètres autour des immeubles, pouvoir offrir, puisqu'on a un peu d'espace en plus, des micro-salons urbains où les gens pourraient un peu se détendre avec une action forte sur le mobilier urbain, beaucoup de diversification. On avait ici aujourd'hui beaucoup de designers et beaucoup de personnes qui s'occupent de justement créer du mobilier urbain. Pour le coup, cet enjeu qu'est-ce que c'est le mobilier urbain nocturne du futur? Qu'est-ce que c'est le mobilier urbain qui te permet d'avoir du repos
au pied d'immeubles finalement, et comment on peut amener ça dans les quartiers et dans ces grands boulevards. Ça, c'était vraiment un enjeu qui est beaucoup ressorti. Moi, ce que j'ai retiré de cet exercice qui était très rapide, hein, mais en même temps qui a vraiment mobilisé beaucoup les forces vives cet après-midi, c'est vraiment à quel point il y a des enjeux liés à la fraîcheur, il y a des enjeux liés justement au lien entre les quartiers, au vivre ensemble entre les quartiers, et la question de comment on peut amener ces nouveaux lieux relationnels en s'appuyant sur des choses qui existent déjà, sur les forces vives qui sont déjà là, en créant simplement des parvis là où les gens vont déjà, des parvis devant les supermarchés, des parvis devant les boulangeries, des parvis devant les supérettes de quartier, partout où tu peux finalement, où il y a déjà un gisement de gens qui sont ensemble et là où il y a déjà beaucoup nos corps, et simplement rendre ça plus humain, plus agréable. Donc, à toi. Comment tu reçois ça? Quelles sont les choses qui te parlent et les choses où vous trouvez qu'il y a encore du chemin? Bonsoir, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Bon, déjà, vous saluer, mesdames et messieurs, vous dire que je suis ravi de participer à ces premières assises internationales de la ville sensible. Merci à Olivia et Thierry d'abord pour l'organisation et puis de me donner la possibilité de vous dire un mot. Je vais répondre à la question dans un instant. Moi, juste déjà vous dire que je pense que la ville, elle est riche de l'ensemble de la diversité des approches qui nous permettent de la fabriquer. Et donc aujourd'hui, de s'intéresser à nos sens, à nos émotions, comme tu le disais, Olivier, un peu plus tôt, c'est aussi une façon extrêmement enrichissante de penser la ville. C'est enrichissant parce que finalement, reconnaître que la ville est une source d'émotion et que la ville a un impact, génère quelque chose sur nos sens. C'est tout simplement déjà reconnaître que la ville est là pour être habitée, que l'on souhaite que la ville elle soit construite elle soit établie pour générer du bien-être, parce qu'a priori, ou alors j'ai mal compris, mais les émotions qu'on va chercher à suggérer, c'est plutôt des émotions positives, enthousiasmantes. Sinon, on finirait tous éventuellement tout au fond d'un bunker, au 3e sous-sol. Mais non, on a envie que la ville, elle nous apporte du bien-être. Et bien évidemment, cette question du bien-être, bon, elle résonne pour moi en tant que maire, assurément. Elle résonne aussi avec l'outil de la boussole du bien-être que Chloé Vidal vous a partagé, je crois, un peu plus tôt. Je ne sais pas si Chloé était encore là, je ne l'ai pas aperçue en arrivant. Elle était déjà partie, voilà. Mais on est habité aussi de cette ambition de faire en sorte que la ville, elle puisse générer, apporter du bien-être. Notre démarche, hein, vous l'avez compris avec Chloé, elle est de partir de ce que les habitants attendent, mais aussi ressentent, souhaitent prioriser. Qu'est-ce qui est important pour eux? Donc, et on rejoint en ça un certain nombre des approches que tu évoquais à l'instant sur la ville relationnelle, la ville qui crée du lien, où il faut aussi penser à celles et ceux qui l'habitent pour pouvoir l'enrichir. Donc voilà, cette longue introduction, juste pour vous faire patienter un petit peu plus avant le dîner, parce que vous avez compris que c'était moi le dernier obstacle, avant que vous puissiez vous restaurer. J'aimerais d'ailleurs, mesdames et messieurs, que vous agitiez un peu plus fort les bras, parce que le vent que vous produisez est assez faible. Non, je blague, bien sûr. Mais pour réagir à quelques-uns des éléments que tu as évoqués. D'abord, dire que, sans avoir nécessairement, on va dire, réfléchi systématiquement avec toutes les grilles de lecture que tu nous as rappelées, qu'il y a déjà des éléments dans les politiques publiques qui ne sont pas simplement les politiques publiques de la fabrique de la ville au sens de l'aménagement et de l'urbanisme, mais au sens des politiques publiques parfois d'abord orientées vers la création de liens entre les habitantes et les habitants, que nous réalisons. Quand tu parlais d'intergénérationnel, on a par exemple, mesdames et messieurs, mis en place dans tous les arrondissements ce qu'on a appelé des spots seniors. Un lieu, a priori, comme son nom l'indique, plutôt destiné aux seniors pour créer du lien, organiser des activités, et ce n'est pas que de la couture ou du bridge, c'est aussi des activités nouvelles. Parce que des gens, même passés 65-70 ans, peuvent avoir envie d'apprendre une langue étrangère, peuvent avoir envie d'apprendre un nouveau jeu de société, etc. Et ces spots, on les a conçus non pas comme des lieux qu'on crée ex nihilo, mais comme des activités nouvelles pour des acteurs du vivre ensemble déjà là. Et logiquement, on s'est adressé aux centres sociaux, aux maisons de la jeunesse et de la culture, aux maisons pour tous, qui sont déjà donc des acteurs de l'éducation populaire, qui ont déjà toute une
panoplie d'actions à destination des enfants et des adolescents très très riche, aussi des adultes, mais surtout enfants et adolescents. Et de ce fait, eh bien, on crée les conditions pour que des actions intergénérationnelles puissent voir le jour. Parce que même mettre dans le même lieu eh bien, des activités organisées pour les plus jeunes et les seniors va mécaniquement, j'ai envie de dire, parce que les MJC ont envie aussi d'utiliser ces deux ressources, eh bien, va créer de l'activité nouvelle. On fait de l'intergénérationnel de cette façon. Tu évoquais un peu plus tôt la question de la place de la nature en ville. 14 hectares repris sur le bitume depuis 2020, 30 hectares d'ici à l'année prochaine, avec comme intention première, bien évidemment, de rafraîchir la ville, mais aussi de l'embellir, parce que le choix des aménagements, des essences, il est pensé à la fois, bien sûr, pour créer de l'ombre et de l'évapotranspiration, mais il est aussi créé, il a aussi vocation à créer une ville belle tout au long de l'année, parce que dans le sensible, il ne faut pas oublier qu'on vit encore à une ère où il y a encore 4 saisons, quand bien même elles s'effacent un petit peu, mais il faut aussi en tenir compte de la couleur, des odeurs, de tout ce qui fait l'intérêt aussi de la nature en ville. D'ailleurs, au passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne dis pas ça pour nous envoyer, enfin pour m'auto-congratuler, mais moi, c'est la première fois où, en passant plusieurs fois, il y a plusieurs semaines, place Bellecour, je sens les fleurs de tilleul aussi intensément. Voilà. Et je crois que la réduction de la pollution n'y est pas pour rien, à savoir que nos sens, en l'occurrence l'odorat, libéré d'un certain nombre de particules fines ou d'autres odeurs moins agréables, retrouvent assez facilement finalement le parfum des fleurs, en l'occurrence celui des fleurs de tilleul. Bon, c'est terminé, la saison est finie, donc pas la peine de vous ruer place Bellecour. Mais en tout cas, de pouvoir passer en plein cœur de ville sur un endroit a priori aussi peu, j'allais dire, naturel, quand même justement il s'y trouve des arbres, et de pouvoir y ressentir le parfum des fleurs, je trouve que ça fait de la ville non seulement une ville agréable, mais une ville sensible par nature. Sans jeu de mots, bien sûr. C'est ressorti, il y a beaucoup de commentaires sur les places qui estiment justement que les places, ma foi, comme elles sont beaucoup à une autre époque, ce n'étaient pas des places aménagées maintenant. Donc, pour le coup, ce besoin vraiment de les rafraîchir, de les reverdir, ça s'est bien ressorti avec évidemment le laidron de Perrache que tu vois ici. Il y a beaucoup de demandes concentrées là, des demandes fortes. Je l'appelle laidron de Perrache parce qu'en fait, chaque ville a ses laidrons magnifiques, n'est-ce pas? Et Lyon, c'est vraiment Perrache. On voit, c'est beaucoup ressorti ici. Mais il y a aussi un lieu que je ne connaissais pas. Quelqu'un peut me rappeler le nom de cette rue à Vèze? Mariéton, ça c'est un nouveau laidron que je ne connaissais pas. Ils m'ont tous dit que Mariéton, c'est peut-être plus facile que Perrache. Je dis ça parce que Perrache, ça va te prendre un siècle. Mais Mariéton, peut-être, ça peut se lancer. C'est un endroit que tout le monde apparemment a reconnu comme étant un endroit qui pourrait vraiment être mieux. Oui, alors du tac au tac, on va se faire une petite discussion, débat, table ronde, comme ça tous les deux, et vous en retirerez ce que vous voulez. Par contre, si vous êtes sur le point de tomber d'inanition, vous nous dites. Comme ça, on lance le repas. Non, blague à part. Je voulais attraper ce que tu viens de dire. Oui, c'est important, effectivement, de traiter les laidrons, on va dire. Alors, même si je ne me hasarderai pas en tant que maire de Lyon à citer tel ou tel endroit, de peur d'en entendre parler demain dans les médias. Mais pour dire quand même que quand on parle justement de la ville sensible ou de l'esthétique, c'est de ce à quoi tu fais référence, je pense que c'est aussi important, essentiel même d'interroger les sensibilités et les rapports à la ville des habitantes et des habitants. Moi, je suis toujours frappé quand on mène des opérations de rénovation urbaine d'ampleur, quand on veut abattre une barre qu'on est, on va dire 90% à trouver absolument affreuse, laide, de voir que beaucoup d'habitants, pour ne pas dire une majorité d'habitants, en fait, y ont un attachement tellement fort qu'ils nous disent « mais non, il ne faut pas l'abattre, il faut peut-être en faire autre chose, mais laissez-nous notre chez nous, parce que c'est là où on a nos racines ». Et donc, c'est vrai que finalement, la laideur est une question de point de vue, et que se poser la question aussi de l'histoire, le rapport qu'il y a au lieu, pour moi, ça rentre complètement dans la logique de cette ville sensible qu'on veut construire, et donc s'interroger
à l'enracinement de chacun de ses habitants, l'écouter pour pouvoir aussi peut-être pas forcément faire table rase, mais peut-être penser d'autres aménagements qui peuvent venir simplement enrichir. Enfin, en tout cas, moi c'est vrai que depuis, je vais vous faire un aveu, je n'y connaissais strictement rien en urbanisme et en aménagement il y a encore quelques années, donc je m'y suis acclimaté, j'ai dû apprendre, mais d'autres, d'un passé plus ancien en ce qui me concerne, j'avais appris qu'on ne pouvait pas faire pour des personnes sans faire avec les personnes. Et je crois qu'en matière d'urbanisme et d'aménagement, de construction, c'est vrai aussi. Et donc, dans la ville sensible, moi, c'est ce que j'entends aussi, c'est ce qui m'inspire, chère Olivia et Thierry, c'est le fait de dire on a aussi des sensibilités différentes dont il faut tenir compte. On a un regard sur la ville différent d'une personne à l'autre dont il faut tenir compte. Ce regard, il est aussi lié à notre histoire, il est lié à l'endroit d'où on parle, peut-être même de sa catégorie socio-professionnelle. Enfin bon, je ne vais pas vous faire de la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, mais c'est aussi important de regarder tout ça et de fabriquer la ville avec celles et ceux qui la font déjà aujourd'hui. Pour moi, c'est important. Ce qui n'est d'ailleurs pas une mince affaire, parce que la ville, elle se fait aussi avec les nouveaux arrivants, et Dieu sait s'ils sont nombreux dans une ville, dans un territoire attractif comme le nôtre. Donc, trouver le bon équilibre entre faire avec le déjà là, et en même temps construire de nouveau. D'ailleurs, j'ai souvent eu cette discussion avec Nicolas Michelin, qui est notre archi-conseil à la ville de Lyon, qui est très attaché à cette notion de déjà là, et d'enracinement de la ville. Et je trouve que c'est nécessairement, quand on porte ce regard, très générateur d'émulation, parce qu'on est obligé un peu de se challenger pour pouvoir tenir compte de ce qui est déjà là et de s'intéresser à ce qu'est la ville dans son histoire. Ce qui me fait, moi, parfois dire que Lyon, je l'aime pour ce qu'il a été, je l'aime pour ce qu'il est et je l'aime pour ce qu'il devient, dès lors qu'effectivement on laisse la place à chacune et à chacun de pouvoir construire la ville. Mais voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé parce que là, du coup, vous devez être affamés. Mais en tout cas, merci pour cet exercice. Je repars avec un certain nombre de devoirs de vacances. J'aurai peut-être pas tout fini au mois de septembre, ni même à la fin du mandat, donc il faudra sans doute se laisser un peu plus de temps. Hein, vous me pardonnerez ce petit clin d'œil.